Le 8 juin 1637 est publié le Discours de la méthode. Dans cet ouvrage, conçu à l'origine comme une entrée en matière pour ses 3 traités scientifiques suivants, Descartes formule une idée majeure qui viendra marquer au fer rouge l'histoire de la philosophie. Il souhaite établir une vérité irréfutable à partir de laquelle refonder la connaissance. Alors il doute de tout ce qu'il croit connaître. Sa remise en question, méthodique, l'amène à questionner jusqu'à la réalité qui l'entoure. Son raisonnement est ainsi. Les sensations, les perceptions, les idées et les pensées que j'ai en étant éveillé peuvent tout aussi bien me venir lorsque je suis endormi. Pourtant, aucune ne sera alors vraie, seulement le pur produit de mon imagination. Mais alors, si je suis incapable de les distinguer, comment être certain que ma réalité, lorsque je suis éveillé, soit plus tangible que mes rêves ? Il ne serait en fait pas possible de se fier à ces perceptions pour établir ce qui est. Descartes figure à l'image d'un malin génie, tout-puissant, et s'employant le tromper sur tout ce qu'il peut voir, entendre, toucher et penser. Mais alors, au cœur du doute, au point où même ce que mes sens me disent ne peut être accepté, apparaît la première vérité. Alors que je m'applique à penser que tout est faux, il faut nécessairement que le moi, celui qui pense, soit quelque chose. Même si le malin génie peut me tromper, alors c'est bien qu'il y a quelque chose à tromper. Je doute, donc je pense, donc je suis. La première, et peut-être la seule certitude, c'est celle de ma propre existence. The Game est un film américain réalisé par David Fincher et sorti en 1997. On y suit Nicholas Van Orton, un riche banquier d'investissement incarné par Michael Douglas. Pour son 48e anniversaire, Nicholas reçoit de la part de son frère Conrad, joué par Sean Penn, une carte de visite pour une société appelée Consumer Recreation Services qu'il lui demande d'appeler. Alors qu'un rendez-vous l'amène dans le bâtiment où sont situés les locaux de CRS un peu plus tard, il se décide à aller voir ce dont il est question. What are you selling? Oh, it's a game. CRS propose à ses clients une expérience de jeu unique et entièrement personnalisée. Un jeu à grande ampleur, spécialement créé pour chacun, mais dont le but reste mystérieux. Pour faire plaisir à son frère, et parce que sa curiosité est piquée, Nicholas accepte de se soumettre aux longs examens préalables requis pour la création de sa partie. On lui indique ensuite qu'elle commencera à un moment indéterminé dans le futur, et qu'il sera alors libre de décider s'il en est content ou non. Au cœur du film, la proposition de CRS est un concept propre à exciter l'imagination. Un jeu aux proportions uniques, entièrement conçu et mis en place pour chaque client. Nombreux seraient certainement ceux prêts à payer le prix fort pour une telle expérience. Les jeux, sous des formes variées, remontent loin dans l'histoire de l'humanité. Certains, comme le Go, ont même gardé une forme identique depuis plusieurs millénaires. Bien qu'il soit difficile de donner des chiffres, ce que l'on appelle aujourd'hui des jeux de rôle remonte certainement bien plus loin encore. Les enfants de toutes les cultures et de toutes les époques ont un jour prétendu être des héros ou des vilains, s'armant de tout objet passant à portée de leurs mains. Et si les incarnations varient, on pourra néanmoins presque penser cette forme de jeu comme une constante humaine. S'ils existent aujourd'hui dans des itérations adaptées à un public plus mature, on comprend alors l'attrait pour une proposition telle que celle de CRS. Tous les jeux que nous connaissons n'existent qu'au travers des limites qu'ils imposent. Règles, supports matériels ou même un cadre spatial et temporel. Pourtant, celui organisé par cette mystérieuse société semble s'affranchir de ces contraintes. Bien que Nicholas insiste pour en savoir plus, on ne lui indiquera aucune règle ni d'objectif. Il ne semble même n'y avoir aucune limitation géographique ou temporelle claire. Mais quel jeu pourrait bien exister sans tout ce qui semble faire l'essence même de ce que l'on nomme ainsi ? Selon CRS, il s'agit du jeu ultime, de l'expérience absolue. Comme ils le vendent, l'expérience d'une vie. Alors que son existence semble suivre son cours normal, des événements de plus en plus étranges vont commencer à faire se questionner Nicholas sur la véritable nature de CRS et de ce jeu qu'il propose. À mesure qu'il avance et en réalise l'ampleur, le doute s'immisce progressivement. Qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce que chaque chose qu'il voit, chaque personne à qui il parle, fait également partie du jeu ? À son tour, il ne peut plus avoir confiance qu'en lui-même, ignorant si tout le reste n'est pas le produit de l'illusion d'un malin génie.
un malin génie nommé Consumer Recreation Services. Alors que le jeu prend place sans limite claire, Nicolas se retrouve pourtant, dès le début du film, enfermé au sein d'une ville qui, bien que normale dans sa construction, est transformée en prison par la manière dont elle est montrée. Le cadre est presque toujours bloqué, le ciel est absent. Une grande partie du film se déroule en intérieur, et les scènes en extérieur sont presque toutes de nuit, laissant les personnages enfermés dans une cage d'obscurité. Les fenêtres ne sont pas nécessairement rares, mais bien qu'elles laissent échapper de la luminosité, elles sont souvent obstruées ou couvertes par des rideaux, empêchant de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ainsi, la sensation d'enfermement est omniprésente, et les pièces de cette immense cage ne sont ni chaleureuses ni accueillantes. Tout a un aspect froid, distant et artificiel. Les teintes bleues sont prédominantes, mais même les espaces aux couleurs chaudes ne dégagent aucune bienveillance. La bande originale de Howard Shore, majoritairement à base de cordes et de piano, habille le film d'un manteau étouffant. Le compositeur parvient ici à donner une présence inquiétante à l'entreprise CRS à travers des thèmes musicaux lourds et graves. Enfin, le dernier mur de cette prison visuelle et sonore est construit par le mixage. Au-delà de la musique, tout l'habillage de son participe à créer une ambiance épaisse et étouffante. Les effets sonores sont particulièrement audibles, renforçant la sensation d'isolement au milieu d'un monde de plus en plus frénétique et détaché. Ils accompagnent la spirale de Nicolas à mesure qu'il réalise à quel point le contrôle qu'il pense avoir sur son monde lui glisse entre les mains. Dans cette grande illusion, le logo de CRS tient lieu de premier marqueur de ce qui attend le joueur. Visible pour la première fois sur le carton d'invitation que Conrad donne à son frère, un triangle de Penrose signe la présence de l'entreprise. Le triangle de Penrose est une illusion d'optique, un objet impossible. Triangle à 3 angles droits dont la représentation repose sur l'abus de perspective, mais qui ne peut exister en tant qu'objet solide. Partiellement inspiré des travaux d'Escher, qui s'en servira ensuite dans certaines de ses créations, il fut décrit par l'un de ses concepteurs, le mathématicien Roger Penrose, comme l'impossibilité dans son état le plus pur. L'apparition de cette figure géométrique, toujours discrète, sert de premier marqueur quant à la nature mystérieuse et insaisissable de CRS, avant même le début du jeu. Lorsque le film se termine, il se clôture sur la chanson White Rabbit du groupe Jefferson Airplane. Si la musique a été utilisée dans de nombreuses œuvres, elle trouve ici une résonance particulière. Le titre et les paroles de la chanson font référence au roman Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, une histoire aux accents absurdes se déroulant dans un monde dans lequel la logique prend un nouveau sens, un monde dans lequel tout le monde est fou, un monde dans lequel pourrait exister un triangle de Penrose. Les deux récits présentent ainsi plusieurs similitudes, et le choix de ce générique de fin permet de confirmer que ce sont loin d'être des coïncidences. Si l'on pourrait tenter de faire des parallèles entre les personnages et leurs rôles, plusieurs éléments tissent également des liens entre les deux œuvres. Parmi eux, le symbole de la clé est particulièrement marquant, revêtant une importance certaine dans les deux récits. La clé représente à la fois le secret et sa découverte. Elle permet d'ouvrir la porte et d'accéder aux réponses qui se cachent derrière. David Fincher est un cinéaste qui s'intéresse au concept même d'information. Dans son monde, l'histoire avance lorsqu'un personnage apprend une nouvelle information, comment cela s'agence avec tout ce qu'ils connaissent déjà et comment ils réagissent en apprenant un peu plus. Ainsi, comme ces films reposent entre autres sur cette notion, pour les personnages comme pour le spectateur, ils se visionnent de manière différente selon que l'on connaît à l'avance ces informations ou que l'on découvre en même temps que les personnages. C'est particulièrement vrai dans The Game, où la quête de vérité de Nicolas est au cœur du film. Le premier visionnage porte alors une expérience unique qui ne pourra jamais être entièrement reproduite. Alors, peut-être, et comme le dira un des personnages du film, I wish I could go back and do it for the first time, all over again.